Il existe des mots qui traversent la peau comme des lames aiguisées, des mots qu'on n'oublie jamais parce qu'ils changent tout ce qu'on croyait sur les gens qu'on aime. J'ai entendu ces mots la veille du mariage de ma fille Amélie, prononcés avec un sourire par l'homme qu'elle avait choisi pour passer le reste de sa vie. Mathieu Dubois n'a pas chuchoté, n'a pas détourné le regard. Il m'a regardé directement dans la cuisine de ma propre maison à Lyon, cette maison que j'avais construite brique par brique au cours de 40 années de travail comme couturière, et il a dit avec un calme effrayant que le plus beau cadeau de mariage que je pouvais offrir au couple serait de disparaître complètement de leur vie. À cet instant, avec l'odeur du bœuf bourguignon que je préparais pour le dîner de répétition remplissant l'air et le son du rire d'Amélie venant du salon où elle montrait sa robe à ses amis, quelque chose en moi s'est brisé de façon définitive et irréversible. Je venais de poser le plat en porcelaine bleue sur le comptoir, ce même plat qui avait appartenu à ma grand-mère et que je prévoyais d'offrir à Amélie avec la maison, quand Mathieu est entré dans la cuisine en fermant la porte derrière lui avec un soin calculé. Il portait ce pull gris en cachemire qu'Amélie lui avait acheté à Paris, les cheveux blonds peignés en arrière d'une manière qui m'avait toujours paru trop artificielle, et il avait dans ses yeux clairs une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer complètement mais qui me rendait inquiète depuis la première fois que je l'avais rencontré 6 mois auparavant. Pendant tout ce temps, j'avais essayé d'écarter la sensation de malaise qu'il me causait, me convainquant que c'était simplement la crainte naturelle d'une mère voyant sa fille se marier, la peur de la perdre au profit d'une autre famille, d'une autre vie qui n'inclurait plus ces dimanches après-midi où nous cuisinions ensemble et parlions de tout. Mais à cet instant, avec Mathieu m'observant avec ce sourire qui n'atteignait pas ses yeux, j'ai compris que mon instinct m'avait alerté de quelque chose de bien plus sinistre que de simple jalousie maternelle. Il s'est approché du comptoir, a pris une olive du plateau d'apéritif que j'avais préparé et l'a mangé lentement, comme s'il évaluait le goût, m'évaluait moi, évaluait jusqu'où il pouvait aller avec cette conversation. La pluie d'octobre frappait les fenêtres avec force, créant un rythme constant qui rendait d'une certaine façon le silence entre nous encore plus lourd et menaçant. J'ai continué à remuer la sauce, essayant de garder mes mains occupées pendant que j'attendais qu'il dise ce qu'il était venu dire, parce qu'il était évident qu'il était entré ici avec un but précis et que ce moment n'était ni fortuit ni accidentel. « Madame Perrault » a-t-il commencé avec cette voix contrôlée qu'il utilisait quand il voulait paraître poli mais qui portait un ton condescendant impossible à ignorer, « nous devons avoir une conversation franche, adulte, sur l'avenir. » Je me suis retourné pour le regarder, tenant toujours la cuillère en bois, et j'ai hoché la tête en silence, sentant mon cœur s'accélérer avec une anxiété que je ne pouvais pas expliquer rationnellement. Amélie est une femme merveilleuse, a-t-il continué, mais elle a un problème sérieux qui entrave notre relation et nos projets d'avenir. Elle est excessivement attachée à vous, excessivement dépendante de cette dynamique mère-fille qui, franchement, aurait dû mûrir depuis longtemps. J'ai senti le sang monter à mon visage, mais je me suis forcée à rester silencieuse, à le laisser terminer ce qu'il avait à dire avant de réagir. Il a fait quelques pas dans la cuisine, touchant distraitement les objets comme s'il était le propriétaire de cet espace, de ce foyer que j'avais construit seul après que mon mari Pierre soit mort d'une crise cardiaque quand Amélie n'avait que 12 ans. Après le mariage, a-t-il poursuivi, Amélie et moi allons vivre ici, dans cette maison que vous avez promis de nous offrir, et sincèrement je pense que ce serait beaucoup plus sain pour tout le monde, surtout pour notre mariage, si vous trouviez un autre endroit où vivre. Un appartement plus petit, peut-être dans un autre quartier, quelque chose qui vous donnerait de l'indépendance et nous donnerait l'espace nécessaire pour construire notre propre famille sans interférence. J'ai serré la cuillère en bois si fort que mes doigts me faisaient mal, mais je n'ai toujours rien dit, attendant, sentant qu'il y avait quelque chose de pire à venir, quelque chose qu'il gardait pour la fin. Et puis, comme s'il faisait une demande parfaitement raisonnable, comme s'il suggérait que je change de marque de café, Mathieu a souri et a dit qu'en fait le plus beau cadeau de mariage que je pouvais leur offrir serait simplement de disparaître complètement de leur vie, permettant à Amélie de finalement mûrir et devenir l'épouse dont il avait besoin, libre de l'ombre surprotectrice d'une mère veuve qui n'avait plus rien dans la vie à part sa fille. Vous savez ce qui fait plus mal que la cruauté ? C'est la cruauté dite avec un sourire, avec cette certitude absolue que vous ne réagirez pas, que vous avalerez l'humiliation en silence parce que révéler ce qui s'est passé détruirait le bonheur de la personne que vous aimez le plus au monde. Et peut-être vous demandez-vous pourquoi je partage cela maintenant, pourquoi j'ouvre mon cœur de façon si crue et honnête.
c'est parce que pendant longtemps j'ai porté seul le poids de secrets qui n'étaient pas les miens à garder, de silences qui protégeaient des gens qui ne méritaient pas d'être protégés. Si vous m'écoutez maintenant et que quelque chose dans mon histoire touche votre cœur, si vous avez déjà ressenti cette douleur d'être mise au rebut par quelqu'un qui devrait vous respecter, laissez un like sur cette vidéo et dites-moi dans les commentaires d'où vous me regardez, parce que savoir que nous ne sommes pas seuls dans ces batailles silencieuses fait toute la différence. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant, parce que ce qui s'est passé après cette conversation dans la cuisine a tout changé, et j'ai besoin que vous restiez avec moi jusqu'à la fin pour comprendre comment une femme peut renaître des cendres de sa propre humiliation. Cette nuit-là, allongée dans mon lit écoutant les bruits de la maison se calmer dans le silence, je n'ai pas pu fermer les yeux une seule seconde. Les mots de Mathieu résonnaient dans mon esprit comme un disque rayé, répétant sans arrêt cette suggestion grotesque que je devais simplement m'effacer, devenir invisible, commode, inexistante. Je regardais le plafond en pensant à toutes les fois où j'avais reporté mes propres rêves pour m'occuper d'Amélie, à tous les quarts de travail supplémentaires que j'avais fait à l'atelier de couture pour payer son école privée, son université, ses cours de piano et d'anglais. Je pensais à comment j'avais transformé chaque pièce de cette maison en un sanctuaire de nos souvenirs, des après-midi d'automne à faire des crêpes ensemble, des matins d'hiver où je lui apprenais à tricoter pendant que la neige tombait dehors, des étés où nous peignions les murs et choisissions chaque meuble avec tant de soin et tant d'amour. Amélie avait 28 ans, travaillait comme responsable marketing dans une entreprise de cosmétiques à Lyon, était indépendante financièrement et émotionnellement équilibrée contrairement à ce que Mathieu avait insinué. Notre proximité n'était pas malsaine ou étouffante comme il avait essayé de le suggérer, c'était simplement le lien naturel entre mère et fille qui avait survécu ensemble à la perte dévastatrice d'un mari et père, qui avait construit une belle vie solide malgré toutes les difficultés. Mais voilà qu'un homme qui connaissait Amélie depuis seulement 6 mois voulait réécrire notre histoire, voulait faire de moi le problème, l'obstacle, la belle-mère encombrante qui devait être retirée pour qu'il puisse avoir le contrôle total sur ma fille et sur ma maison. Le lendemain matin, le jour du mariage s'est levé nuageux avec cette lumière grise typique de novembre à Lyon, et je suis descendue à la cuisine déterminée à confronter Mathieu avant la cérémonie. Mais quand je suis arrivée au salon, j'ai trouvé seulement Amélie, magnifique dans son peignoir blanc en soie, prenant son café et faisant défiler son téléphone avec ce sourire distrait de mariée heureuse. Elle a levé les yeux quand elle m'a vue, et il y avait dans son regard tant d'amour, tant d'attente pure et innocente pour la journée à venir, que tous les mots que j'avais répétés pendant la nuit sont morts dans ma gorge avant même que je puisse les prononcer. Comment pouvais-je détruire ce moment ? Comment pouvais-je jeter cette ombre terrible sur le jour le plus important de sa vie basé uniquement sur une conversation que j'avais eue seule avec Mathieu, une conversation qu'il pourrait facilement nier ou déformer si je la confrontais ? Amélie m'a embrassée et a dit qu'elle était nerveuse mais heureuse, qu'elle avait hâte de commencer cette nouvelle vie avec Mathieu, et qu'elle se sentait bénie d'avoir une mère comme moi qui avait tant sacrifié pour tout lui donner. Elle a pris mes mains et m'a remercié pour la maison, pour ce cadeau incroyable qui permettrait à elle et Mathieu de commencer leur mariage sans dette et sans soucis financiers. Et puis elle a dit quelque chose qui m'a complètement brisée, elle a dit que Mathieu avait commenté à quel point il était chanceux de gagner non seulement une épouse merveilleuse mais aussi une seconde mère qui l'accueillait à bras ouverts dans la famille. Pendant la cérémonie dans la petite église Saint-Martin, où je m'étais mariée avec Pierre 35 ans auparavant, j'observais Mathieu prononcer ses vœux avec cette voix ferme et assurée, et je voyais en lui non pas le gendre dévoué que tous les invités admiraient mais l'homme qui m'avait regardé dans les yeux et avait suggéré que je disparaisse. La réception a eu lieu dans un restaurant traditionnel au bord du Rhône, avec vue sur les ponts illuminés et le reflet des lumières sur l'eau sombre du fleuve. Tout le monde commentait combien la mariée était radieuse, combien le couple semblait parfait, combien il était beau de voir Amélie si heureuse après tant de relations qui n'avaient pas fonctionné. Je souriais et saluais et trinquais, jouant le rôle de mère fière pendant qu'à l'intérieur je me sentais comme une actrice dans un spectacle dont je n'avais pas reçu le script complet. C'est pendant le dîner, quand Mathieu a fait son discours remerciant tout le monde pour leur présence et me remerciant spécialement pour le cadeau généreux de la maison, que quelque chose en moi s'est finalement cristallisé en une décision claire et inébranlable. Il parlait de nouveaux départs et de construire un foyer plein d'amour et de famille, et ses yeux ont rencontré les miens pendant une seconde avec ce même sourire calculé qu'il avait utilisé dans la cuisine,
comme s'il me rappelait notre pacte secret, l'attente que j'allais disparaître comme il l'avait demandé. Et à ce moment, avec la salle remplie de rires et de conversations et le son doux de l'accordéon jouant une musique traditionnelle française en fond, j'ai compris qu'il avait gagné sans même avoir besoin de lutter, que j'avais livré ma maison, ma fille et ma dignité sans offrir aucune résistance. Mais il avait sous-estimé une chose fondamentale sur moi. Je n'étais pas seulement la couturière humble et la mère dévouée. J'étais la fille d'Henri Moreau, un avocat brillant qui m'avait appris depuis l'enfance que les contrats les plus importants sont ceux qui ne sont pas écrits, que les mots ont du pouvoir et qu'une femme ne doit jamais permettre qu'on la sous-estime. Mais ce que Jacqueline s'apprête à faire va tout changer. L'enveloppe qu'elle a mentionnée au début? Le contenu va exposer des vérités que Mathieu n'a jamais imaginé qu'elle découvrirait. Restez avec moi, parce que la vengeance la plus élégante est celle servie avec des preuves irréfutables et des témoins. Il y a des décisions qu'on prend en une fraction de seconde, mais qui ont mûri pendant des années dans les recoins silencieux de notre conscience. Le lendemain du mariage, je me suis réveillée à 5 heures du matin dans la chambre d'hôtel que j'avais réservée pour ne pas déranger les nouveaux mariés dans ma propre maison, et j'ai compris avec une clarté absolue ce que je devais faire. La pluie avait cessé pendant la nuit, et Lyon s'éveillait sous un ciel d'un gris perle lumineux, cette lumière particulière de novembre qui rend les pierres anciennes de la ville encore plus belles et mélancoliques. Je me suis habillée lentement, savourant chaque geste comme si je me préparais pour une bataille dont l'issue déterminerait le reste de ma vie et celle de ma fille. J'ai bu mon café en regardant les toits par la fenêtre, observant la ville se réveiller progressivement, les premières lumières s'allumant dans les appartements, les gens commençant leur routine quotidienne sans se douter qu'à quelques rues de là, une femme qu'ils ne connaîtraient jamais était sur le point de reprendre le contrôle de son existence. J'ai sorti mon carnet d'adresses, ce vieux carnet en cuir que Pierre m'avait offert il y a tant d'années et dans lequel j'avais soigneusement noté tous les contacts importants de ma vie. Mes mains tremblaient légèrement, non pas de peur mais d'une détermination féroce que je n'avais pas ressentie depuis des décennies, depuis l'époque où je devais me battre seule pour élever Amélie après la mort de Pierre. Je savais exactement qui appeler, dans quel ordre, et comment orchestrer ce qui devait être fait pour protéger ma fille d'un destin que je ne pouvais même pas envisager sans sentir mon estomac se nouer. Le premier appel était pour Maître Duchamp, un notaire ami de longue date qui avait géré les papiers de la maison depuis que Pierre l'avait achetée. Nous nous connaissions depuis plus de 25 ans, et il avait été témoin de mon parcours de veuve luttant pour garder un toit au-dessus de nos têtes à propriétaire sans dette d'une maison qui valait maintenant une petite fortune sur le marché immobilier lyonnais. Je lui ai expliqué que je voulais vendre la propriété immédiatement, que je ne donnerais finalement pas la maison en cadeau comme je l'avais promis, et que j'avais besoin que tous les documents soient prêts dans les 48 heures. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil, puis Maître Duchamp a demandé avec sa prudence professionnelle habituelle si j'étais absolument certaine de cette décision, me rappelant que la maison représentait non seulement une valeur financière considérable mais aussi des décennies de souvenirs et d'histoire familiale. Je lui ai répondu d'une voix que je ne reconnaissais pas moi-même, une voix froide et déterminée qui semblait venir d'une autre personne, que j'étais plus certaine de cette décision que de n'importe quoi d'autre dans ma vie, et que je voulais que la transaction soit traitée avec la plus grande discrétion et la plus grande rapidité possible. Il a dû percevoir quelque chose dans mon ton qui l'a convaincu de ne pas poser plus de questions, et il a simplement accepté de préparer les papiers nécessaires et de commencer à chercher des acheteurs potentiels parmi ses contacts. Le deuxième appel était pour Claire Fontaine, une vieille amie d'enfance qui travaillait comme détective privée à Lyon après une carrière distinguée dans la police judiciaire où elle avait travaillé sur des affaires de fraude et d'escroquerie. Nous avions grandi ensemble dans le même quartier, fréquenté la même école primaire, partagé nos premiers chagrins d'amour et nos rêves d'adolescente. La vie nous avait ensuite séparés pendant des années, elle poursuivant sa carrière dans les forces de l'ordre pendant que je me concentrais sur ma famille et mon travail de couturière, mais nous avions renoué contact récemment lors d'une réunion d'anciennes élèves du lycée organisée dans un restaurant du Vieux-Lyon. Cette soirée de retrouvailles avait été étrange et émotive, remplie de rires nostalgiques et de silences mélancoliques pendant que nous regardions toutes les routes différentes que nos vies avaient prises. Claire m'avait parlé de son divorce récent, de ses enfants maintenant adultes qui vivaient à Paris et Marseille, et de son travail de détective privé qui l'avait amené à voir les côtés les plus sombres de la nature humaine.
Elle avait raconté des histoires d'hommes et de femmes qui vivaient des doubles vies, de conjoints qui escroquaient leurs partenaires, de personnes qui n'étaient absolument pas ce qu'elles prétendaient être. À l'époque, j'avais écouté ces histoires avec une fascination détachée, ne réalisant pas que quelques mois plus tard, je ferais partie de ces statistiques, une autre femme découvrant que quelqu'un proche d'elle portait un masque soigneusement construit. Quand Claire a répondu au téléphone, je pouvais entendre dans sa voix cette vigilance professionnelle qui ne la quittait jamais, même pendant ses moments privés. Je lui ai raconté ma conversation avec Mathieu dans la cuisine, chaque mot qu'il avait prononcé, chaque geste qu'il avait fait, et surtout l'intuition profonde et persistante que quelque chose n'allait pas chez cet homme au-delà de sa simple arrogance et de son manque de respect. Je lui ai demandé de faire des recherches approfondies sur lui, sur son passé, sur ses finances, sur ses relations précédentes, sur tout ce qui pourrait révéler qui il était vraiment au-delà du masque charmant qu'il portait. Claire a écouté en silence, ne m'interrompant que pour poser des questions précises et techniques sur des détails que je n'aurais pas pensé importants mais qui, selon elle, pourraient être cruciaux pour son investigation. Elle m'a demandé le nom complet de Mathieu, sa date de naissance si je la connaissais, les endroits où il prétendait avoir vécu auparavant, les noms de ses employeurs actuels et passés, tout ce que je pouvais me rappeler d'Amélie ayant mentionné au cours des 6 derniers mois. J'ai réalisé avec un mélange de honte et de colère que je savais remarquablement peu de choses sur l'homme que ma fille venait d'épouser, que je m'étais laissé rassurer par son apparence soignée et ses manières polies sans jamais poser les questions difficiles qu'une mère aurait dû poser. Quand j'ai terminé de lui fournir toutes les informations dont je disposais, Claire est restée silencieuse pendant un moment qui m'a paru durer une éternité, et puis elle a dit quelque chose qui a fait courir un frisson glacé le long de ma colonne vertébrale. Elle a dit que les hommes qui demandaient à leur nouvelle belle-mère de disparaître de la vie de leurs épouses suivaient généralement un schéma très spécifique, un schéma qu'elle avait vu dans de nombreuses affaires d'isolement et de manipulation au cours de sa carrière. Elle m'a expliqué que la première étape de ce type de comportement consistait toujours à couper les victimes de leur réseau de soutien, particulièrement des membres de la famille qui pourraient voir à travers les mensonges et offrir de l'aide quand les choses tournaient mal. Elle m'a dit qu'elle commencerait immédiatement ses recherches, qu'elle me rappellerait sous quelques jours maximum, et que surtout, absolument, je ne devais rien dire à Amélie entre-temps. Si Mathieu apprenait que je faisais des recherches sur lui, m'a-t-elle expliqué, il pourrait disparaître ou accélérer ses plans, quels qu'ils soient, et cela mettrait Amélie dans une situation encore plus dangereuse. J'ai accepté, même si l'idée de garder ce secret terrible pendant plusieurs jours me donnait envie de crier. Mais Claire était la professionnelle, elle savait comment ces situations devaient être gérées, et je devais lui faire confiance même si chaque fibre de mon être voulait courir chez Amélie et la supplier de quitter cet homme immédiatement. Les 3 jours suivants ont été une torture psychologique comme je n'en avais jamais connue, même pendant les mois les plus sombres après la mort de Pierre. Au moins à cette époque, je savais contre quoi je me battais, le chagrin, la solitude, l'incertitude financière. C'étaient des ennemis terribles mais au moins ils étaient clairs et directs. Cette fois, je me battais contre des ombres, contre des possibilités terrifiantes que mon imagination ne cessait de conjurer pendant les longues heures où je fixais le plafond de ma chambre d'hôtel sans pouvoir dormir. Amélie m'appelait plusieurs fois par jour depuis Annecy où elle et Mathieu passaient leur lune de miel courte avant de retourner à Lyon et d'emménager définitivement dans la maison. Sa voix débordait de bonheur et d'excitation, et elle me racontait les promenades romantiques au bord du lac d'Annecy avec ses eaux turquoises entourées de montagnes majestueuses, les dîners dans les restaurants avec vue sur les Alpes, les petites rues pavées de la vieille ville qu'ils exploraient main dans la main comme les jeunes mariés heureux qu'ils semblaient être. Elle me décrivait comment Mathieu était attentionné et merveilleux, comment il lui apportait son café au lit chaque matin, comment il l'écoutait parler de ses rêves et de ses projets pour leur avenir ensemble, et chaque fois qu'elle prononçait son nom avec tant d'amour et de confiance, je devais mordre ma langue jusqu'à sentir le goût du sang pour ne pas laisser échapper la vérité sur notre conversation dans la cuisine. Je répondais avec des monosyllabes, prétextant un rhume sévère pour expliquer ma voix étrange et mon manque d'enthousiasme, mais en réalité je passais mes journées assise dans cette chambre d'hôtel anonyme avec ses murs beiges et son mobilier impersonnel, attendant l'appel de Claire et essayant de ne pas sombrer dans le désespoir. Je commandais mes repas par room service que je picorais à peine, incapable d'avaler plus de quelques bouchées avant que mon estomac noué ne proteste.
Je regardais par la fenêtre les gens vivant leur vie normale dans les rues en dessous, et je me demandais combien d'entre eux cachaient des secrets similaires, combien de familles apparemment heureuses étaient construites sur des fondations de mensonges et de manipulation. L'appel est arrivé le 4e jour, un jeudi matin exactement à 9 heures, et le ton de voix de Claire quand j'ai répondu m'a immédiatement dit que ce qu'elle avait découvert était grave. Elle m'a demandé si j'étais assise, si j'étais seule, si j'étais dans un endroit où je pouvais parler librement sans risque d'être entendue. J'ai confirmé que oui à toutes ces questions, mon cœur battant si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles comme un tambour annonçant quelque chose de terrible. Ce que Claire m'a révélé au cours des 45 minutes suivantes a dépassé mes pires cauchemars tout en confirmant que mon instinct ne m'avait pas trompé, que cette sensation de malaise que j'avais ressentie dès la première rencontre avec Mathieu était justifiée et même insuffisante comparée à la réalité de qui il était vraiment. Mathieu Dubois n'était pas du tout la personne qu'il prétendait être. Son nom n'était même pas vraiment Mathieu Dubois, c'était un pseudonyme qu'il utilisait depuis 3 ans après avoir accumulé des dettes de jeu catastrophiques sous son vrai nom, Marc Delettre. Claire m'a expliqué qu'elle avait commencé par vérifier les informations de base que je lui avais données, et dès les premières recherches, des incohérences flagrantes étaient apparues. L'adresse qu'il prétendait être son ancien domicile à Paris n'existait pas. L'entreprise pour laquelle il affirmait travailler comme consultant en gestion n'avait aucune trace de son emploi dans leur dossier. Son numéro de sécurité sociale menait à un cul-de-sac bureaucratique. Chaque fil qu'elle tirait révélait un nouveau mensonge, une nouvelle couche de déception soigneusement construite. En creusant plus profondément et en utilisant ses contacts dans la police et les agences de crédit, Claire avait découvert son véritable nom et avec lui, un passé terrifiant. Marc Delettre avait déjà été marié 2 fois, et dans les 2 cas il avait ciblé des femmes financièrement stables ou issues de familles aisées, avait gagné leur confiance au cours de courtisaneries romantiques intenses, puis avait systématiquement vidé leurs comptes bancaires et détruit leur stabilité financière avant de disparaître sans laisser de traces. Sa première femme, Sylvie Moreau, vivait maintenant à Marseille dans un petit studio miteux après avoir perdu la maison qu'elle possédait depuis 15 ans et toutes ses économies accumulées pendant une carrière comme infirmière. Claire avait réussi à la contacter, et Sylvie avait raconté une histoire qui me glaçait le sang par sa similarité avec ce qui se passait avec Amélie. Marc, se faisant appeler Thomas Bertrand à l'époque, l'avait rencontrée dans un café où elle prenait son déjeuner après un shift de nuit à l'hôpital. Il avait été charmant, attentif, avait fait un intérêt sincère pour son travail et ses passions. Après 6 mois de relations apparemment parfaites, il avait proposé le mariage, et elle avait accepté avec joie, pensant avoir enfin trouvé l'amour stable qu'elle cherchait depuis des années. Mais dès qu'ils s'étaient mariés, il avait commencé à changer subtilement. Il avait suggéré qu'elle mette sa maison en vente pour qu'ils puissent investir ensemble dans un projet immobilier plus lucratif. Aveuglée par l'amour et la confiance, elle avait accepté. Une fois l'argent sur un compte joint qu'il avait insisté pour ouvrir, Marc avait tout transféré sur un compte offshore et avait disparu du jour au lendemain, laissant Sylvie sans rien, endettée et brisée émotionnellement. La deuxième femme, Nathalie Rousseau, avait été encore plus dévastée car Marc, cette fois utilisant le nom de Philippe Arnaud, avait réussi à la convaincre d'investir non seulement son propre argent mais aussi celui de ses parents âgés dans une entreprise fictive de technologie verte qui n'existait que sur le papier avec des documents falsifiés et un site web impressionnant mais totalement frauduleux. Nathalie avait perdu 300 000 €, ses parents en avaient perdu 200 000, et la honte et la culpabilité avaient presque poussé Nathalie au suicide. Elle avait passé 6 mois dans une clinique psychiatrique pour se remettre de l'effondrement nerveux causé par la trahison et la ruine financière. Les 2 femmes avaient porté plainte auprès de la police, mais Marc avait toujours réussi à disparaître avant que les autorités ne puissent l'arrêter, changeant de ville, de nom, d'apparence même parfois avec des changements de couleur de cheveux ou de style vestimentaire, recommençant le même schéma avec une nouvelle victime innocente dans une nouvelle région de France. Il était devenu expert dans l'art de lire les vulnérabilités des gens, de comprendre exactement ce qu'une femme solitaire ou en manque d'affection voulait entendre, et de jouer ce rôle à la perfection jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il voulait. Et maintenant, c'était le tour d'Amélie, ma fille unique, de tomber dans les griffes de ce prédateur qui avait perfectionné son art de la manipulation au fil des années et des victimes.
Claire m'a expliqué que Marc avait probablement choisi Amélie non seulement pour sa stabilité financière et sa position professionnelle respectable, mais surtout parce qu'il savait qu'elle hériterait bientôt de ma maison, une propriété qui valait facilement 400 000 € sur le marché immobilier actuel de Lyon, peut-être même plus avec le bon acheteur. Son plan était transparent maintenant que j'avais toutes les pièces du puzzle étalées devant moi comme un jeu de cartes morbide. Me faire disparaître de la vie d'Amélie sous prétexte de favoriser leur indépendance et leur vie de couple, s'installer confortablement dans la maison que je lui avais promise en cadeau de mariage, passer quelques mois à gagner encore plus sa confiance en jouant le rôle du mari parfait, puis convaincre Amélie de mettre la propriété en vente pour soi-disant investir dans un projet professionnel ambitieux qu'il prétendrait vouloir développer, empocher l'argent de la vente, et disparaître en laissant ma fille sans rien, brisée émotionnellement et financièrement ruinée comme toutes celles qui l'avaient précédée. J'ai remercié Claire d'une voix que je ne reconnaissais pas, une voix froide et déterminée qui ne m'appartenait pas vraiment mais qui venait de cette partie de moi que j'avais toujours gardée enfouie, cette partie de moi qui était la fille d'Henri Moreau, l'avocat qui ne reculait jamais devant un combat difficile, et qui savait que parfois la justice ne vient pas des tribunaux trop lents et trop compliqués mais de nos propres mains quand nous avons le courage de les utiliser. Je lui ai demandé de compiler tous ces documents, tous ces témoignages des victimes précédentes, toutes ces preuves photographiques et bancaires dans un dossier complet avec des déclarations notariées de Sylvie et Nathalie qui accepteraient de témoigner de ce qu'il leur avait fait. Claire a travaillé jour et nuit, mobilisant tous ses contacts dans les forces de l'ordre et les agences de renseignement pour rassembler un dossier qui serait inattaquable et indéniable. 3 jours plus tard, elle m'a remis une enveloppe craft épaisse qui contenait tout ce dont j'avais besoin pour détruire les illusions de Mathieu, ou Marc, ou quel que soit son vrai nom, et sauver ma fille d'un destin terrible qui autrement l'aurait détruite comme il avait détruit toutes les autres femmes qui avaient eu le malheur de croiser son chemin. Amélie et Mathieu sont rentrés de leur lune de miel un dimanche soir, et ils sont venus directement à la maison, leur maison maintenant selon eux, avec des valises pleines de souvenirs et des yeux brillants de projets d'avenir. J'étais là pour les accueillir, ayant quitté ma chambre d'hôtel pour cette confrontation que je savais inévitable. J'avais même préparé un dîner élaboré avec tous les plats préférés d'Amélie, le gratin dauphinois crémeux qu'elle adorait depuis l'enfance, la salade niçoise avec les tomates les plus fraîches que j'avais pu trouver au marché, le poulet rôti aux herbes de Provence exactement comme je le faisais les dimanches de son enfance. Pendant tout le repas, j'ai écouté Mathieu parler de ses plans grandioses pour rénover la cuisine avec des appareils dernier cri et un îlot central moderne, pour transformer le grenier poussiéreux en bureau lumineux avec des fenêtres de toit qui laisseraient entrer la lumière naturelle, pour peut-être même ajouter une extension dans le jardin qui pourrait servir de salle de jeu quand ils auraient des enfants. Il parlait de ma maison, de la maison que Pierre et moi avions achetée et entretenue pendant des décennies, comme si c'était déjà entièrement la sienne, comme si j'avais déjà disparu de l'équation comme il l'avait exigé, et je voyais Amélie boire chacune de ses paroles avec une admiration et un amour qui me serrait le cœur jusqu'à le faire saigner. Après le dîner, quand Amélie est montée prendre une douche longue pour laver la fatigue du voyage, je me suis retrouvée seule avec Mathieu dans le salon baigné par la lumière douce des lampes que j'avais allumées. Il sirotait son cognac dans le verre en cristal qui avait appartenu à mon père, les pieds confortablement posés sur la table basse ancienne qui portait encore les marques des jeux d'Amélie enfant, et il m'a regardé avec ce sourire suffisant que je détestais maintenant de tout mon être, ce sourire qui disait qu'il avait gagné, qu'il contrôlait la situation, que j'étais simplement un obstacle temporaire qu'il avait déjà réussi à contourner. La lumière du matin entrait par les grandes fenêtres du salon, créant des motifs dorés sur le parquet ancien, et j'étais assise à la table de la salle à manger avec une tasse de café que je ne buvais pas vraiment, simplement pour avoir quelque chose à tenir entre mes mains tremblantes. Mathieu était parti aux premières lueurs de l'aube après notre confrontation qui s'était prolongée jusqu'à 3 heures du matin, et maintenant il me restait la partie la plus difficile de toute cette histoire, parler à Amélie, détruire son monde parfait, briser les illusions qu'elle nourrissait sur son mariage tout neuf. J'entendais ses pas à l'étage, le son de l'eau coulant dans la salle de bain, et chaque minute qui passait rendait mon estomac plus noué et mes mains plus moites. Elle est descendue vers 8 heures, fraîche et souriante dans son peignoir blanc, et elle s'est arrêtée net en voyant mon visage. « Maman », elle a dit immédiatement avec cette intuition qu'elle avait toujours eue concernant mes humeurs, « qu'est-ce qui ne va pas ? Où est Mathieu ? Pourquoi tu as l'air d'avoir pleuré toute la nuit ?
Je lui ai fait signe de s'asseoir, j'ai servi du café dans sa tasse préférée, celle avec les petites fleurs bleues que nous avions achetées ensemble lors d'un voyage à Strasbourg il y a des années, et j'ai commencé à parler d'une voix que je m'efforçais de garder stable malgré les émotions qui menaçaient de me submerger complètement. Je lui ai tout raconté. La conversation dans la cuisine la veille du mariage, les mots cruels de Mathieu sur comment je devais disparaître de leur vie, ma décision de faire des recherches sur lui, les révélations terrifiantes que Claire avait découvertes sur son passé de prédateur et d'escroc. Amélie m'écoutait sans bouger, sa tasse de café suspendue à mi-chemin entre la table et ses lèvres, et je voyais son visage passer par toutes les émotions possibles, l'incrédulité, le déni, la confusion, puis lentement, terriblement, l'acceptation douloureuse que peut-être, juste peut-être, sa mère disait la vérité sur l'homme qu'elle venait d'épouser. Quand j'ai terminé et que j'ai poussé l'enveloppe Kraft vers elle sur la table, elle l'a regardée comme si c'était un serpent venimeux prêt à mordre, et pendant un long moment elle n'a pas fait un geste pour la toucher. Puis, avec des mains tremblantes, elle a ouvert l'enveloppe et a commencé à examiner les documents un par un, lisant les témoignages des femmes que Mathieu avait détruites, regardant les photos qui prouvaient indéniablement qu'il avait menti sur chaque aspect de son identité et de son passé. J'ai vu les larmes commencer à couler sur ses joues, silencieuses d'abord puis se transformant en sanglots profonds qui secouaient tout son corps, et j'ai voulu la prendre dans mes bras mais elle s'est écartée violemment, me repoussant avec une force qui m'a surprise et blessée. « Tu savais » elle a crié entre ses sanglots, « tu savais depuis avant le mariage et tu ne m'as rien dit. Tu m'as laissé me marier avec lui, prononcer ses vœux, faire ses promesses devant tout le monde alors que tu savais qu'il était un menteur et un escroc. Comment tu as pu me faire ça? Comment tu as pu me laisser vivre dans cette illusion même un seul jour de plus? » Sa colère était légitime, je le comprenais, mais elle se trompait sur la chronologie et je devais la corriger. Je lui ai expliqué que je n'avais découvert la vérité sur Mathieu qu'après le mariage, que j'avais contacté Claire le lendemain de la cérémonie et qu'elle avait travaillé aussi vite que possible pour compiler toutes les informations, mais qu'il était impossible d'obtenir ce genre de résultat en 24 heures. Amélie s'est effondrée sur sa chaise, la tête dans ses mains, et elle pleurait maintenant d'une façon qui me déchirait le cœur parce que je reconnaissais ce type de pleurs, c'étaient les mêmes que j'avais versés quand Pierre était mort et que je m'étais retrouvée seule avec une enfant à élever et un avenir incertain. C'étaient les pleurs de quelqu'un qui réalise que le sol sous ses pieds n'est pas aussi solide qu'elle le croyait, que les certitudes qu'elle tenait pour acquises sont en réalité des illusions fragiles qui peuvent se briser au moindre souffle. Je me suis approchée d'elle doucement, cette fois elle ne m'a pas repoussée, et je l'ai serrée contre moi pendant qu'elle évacuait toute la douleur et la trahison qu'elle ressentait. Nous sommes restés comme ça pendant ce qui a semblé être des heures, mère et fille enlacées dans la lumière du matin, et graduellement ses sanglots se sont calmés jusqu'à devenir de petits hoquets occasionnels. Finalement, elle s'est redressée, s'est essuyé le visage avec un torchon qui traînait sur la table, et elle m'a regardé avec des yeux rouges mais où je pouvais déjà voir poindre cette détermination qui m'avait toujours rendu si fière d'elle. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» elle a demandé d'une voix rauque. « Qu'est-ce que tu attends de moi? Est-ce que tu veux que je le quitte? Est-ce que tu veux que j'appelle la police? Dis-moi quoi faire maman parce que je suis complètement perdue. » J'ai pris une profonde inspiration et je lui ai expliqué ce que j'avais dit à Mathieu la nuit précédente, que la décision devait être entièrement la sienne, que je n'allais pas lui dicter comment gérer sa vie ou son mariage, mais que j'avais pris certaines mesures pour m'assurer qu'il ne puisse pas lui faire de mal financièrement ou émotionnellement. Je lui ai parlé de la vente de la maison, du fait que j'avais déjà trouvé un acheteur et que la transaction serait finalisée dans 2 semaines, ce qui signifiait que Mathieu ne pourrait jamais mettre la main sur cette propriété ou sur l'argent qu'elle représentait. J'ai aussi expliqué que j'avais préparé des enveloppes pour tous les invités du mariage, des enveloppes contenant les preuves de qui était vraiment Mathieu, et que je les posterais si jamais il essayait de manipuler Amélie ou de la convaincre que j'inventais tout. Amélie a hoché la tête lentement, digérant toutes ces informations, et puis elle a posé la question que je redoutais. « Et toi? Où est-ce que tu vas vivre si tu vends la maison? Cette maison est tout ce que tu as, tous tes souvenirs avec papa sont ici, toute notre vie est dans ces murs. Tu ne peux pas juste la vendre comme ça pour me protéger d'un homme que j'ai été assez stupide pour épouser sans vraiment le connaître. » J'ai souri tristement et je lui ai dit que justement,
il était temps pour moi de lâcher prise sur le passé, de cesser de vivre dans un sanctuaire de souvenirs, et de construire quelque chose de nouveau pour moi-même avant qu'il ne soit trop tard. La vérité que je ne lui ai pas dite à ce moment-là, mais que j'avais réalisée pendant ces longues nuits d'insomnie dans ma chambre d'hôtel, c'est que Mathieu avait peut-être dit quelque chose de vrai au milieu de tous ces mensonges. J'avais effectivement construit ma vie entière autour d'Amélie après la mort de Pierre, j'avais reporté tous mes rêves et toutes mes ambitions sur elle, et d'une certaine façon je m'étais perdu moi-même dans le processus de devenir la mère parfaite et dévouée. Vendre la maison n'était pas seulement une manière de protéger ma fille des griffes d'un escroc, c'était aussi une opportunité de me retrouver, de redécouvrir qui était Jacqueline Perrot au-delà de son rôle de mère et de veuve. Mathieu est revenu dans l'après-midi, et dès qu'il a franchi la porte, Amélie lui a jeté les documents au visage sans dire un mot. Le silence qui a suivi était plus éloquent que n'importe quel discours. Il a essayé de s'expliquer, de minimiser, de rejeter la faute sur les circonstances et sur ses ex qui selon lui l'avaient poussé à bout, mais Amélie l'a arrêté d'un geste froid et définitif. Elle lui a dit qu'elle voulait une annulation du mariage, qu'elle contactait un avocat dès le lendemain, et qu'il avait exactement 24 heures pour quitter la maison et ne plus jamais essayer de la recontacter. Mathieu a tenté de protester, de plaider, mais quand il a vu nos deux visages unis dans une détermination commune, il a compris que la partie était perdue. Il est parti en emportant seulement une valise, laissant derrière lui tous les cadeaux de mariage, tous les objets qu'il avait déjà commencé à installer dans la maison comme s'il en était le propriétaire. Après son départ, Amélie et moi sommes restés assises côte à côte sur le canapé du salon, épuisées émotionnellement mais aussi étrangement soulagées, comme si un poids énorme venait d'être enlevé de nos épaules. Elle a posé sa tête sur mon épaule comme elle le faisait quand elle était petite et avait eu une mauvaise journée à l'école, et elle m'a demandé comment j'avais su, comment j'avais fait pour voir à travers le masque de Mathieu alors qu'elle-même avait été complètement aveuglée. Je lui ai répondu honnêtement que je n'avais pas su immédiatement, que j'avais juste eu une intuition désagréable dès notre première rencontre, et que c'est la conversation dans la cuisine qui avait transformé cette intuition en certitude qu'il cachait quelque chose de dangereux. Je lui ai aussi dit qu'elle ne devait pas se blâmer pour avoir fait confiance à quelqu'un qu'elle aimait, que c'est exactement ce que font les prédateurs comme Mathieu, ils exploitent notre bonté et notre capacité à croire dans les autres. L'important, je lui ai expliqué, n'était pas qu'elle soit tombée dans son piège, mais qu'elle en soit sortie avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'il ne détruise sa vie comme il avait détruit celle de Sylvie et Nathalie. Les 2 semaines qui ont suivi ont été un tourbillon d'activités et d'émotions contradictoires qui m'ont fait passer par tous les états possibles entre l'espoir et le désespoir, entre la détermination féroce et les moments de doute où je me demandais si je faisais vraiment la bonne chose. Le jour même où Mathieu a quitté la maison, portant sa valise comme un condamné portant le poids de ses crimes enfin révélés, Amélie a contacté un avocat spécialisé dans les annulations de mariage que Claire lui avait recommandé. Maître Bernard était une femme dans la cinquantaine qui avait passé toute sa carrière à défendre des victimes d'abus et de fraude conjugale, et elle a accueilli Amélie dans son bureau avec une compassion professionnelle qui a immédiatement mis ma fille à l'aise. Grâce aux preuves exhaustives que nous avions rassemblées démontrant sans l'ombre d'un doute que Mathieu, ou plutôt Marc, avait menti sur absolument chaque aspect de son identité, de son passé et de ses intentions réelles, le processus d'annulation a été étonnamment rapide et relativement simple du point de vue légal. Maître Bernard a expliqué qu'un mariage contracté sous de fausses identités et avec une intention frauduleuse claire pouvait être annulé plutôt que simplement dissous par divorce, ce qui signifiait qu'aux yeux de la loi, c'était comme si le mariage n'avait jamais existé. Cette distinction était importante pour Amélie, qui voulait effacer complètement cette erreur de son histoire officielle plutôt que de porter à jamais la marque d'un divorce dans ses documents. Parallèlement aux démarches légales d'Amélie, je finalisais la vente de la maison avec Maître Duchamp, et bien que chaque signature sur les documents officiels me faisait mal au cœur d'une manière que je n'avais pas anticipée, je savais au plus profond de mon être que c'était la bonne décision non seulement pour protéger Amélie financièrement mais aussi pour me libérer moi-même d'un passé auquel je m'accrochais avec beaucoup trop de force et qui m'empêchait de vivre pleinement le temps qui me restait. Cette maison était magnifique, remplie de souvenirs précieux, mais elle était aussi devenue une cage dorée où je m'étais enfermé pendant des décennies en pensant que préserver le passé était la même chose qu'honorer ceux que nous avons perdus. Les nouveaux propriétaires étaient un jeune couple dans la trentaine, Sophie et Laurent, avec 2 enfants adorables,
Lucas qui avait 6 ans et Emma qui en avait 4. Quand ils ont visité la propriété pour la dernière fois avant la signature finale des documents de vente, je les observais avec un mélange de mélancolie et de paix en les voyant regarder chaque pièce avec émerveillement et en les entendant planifier déjà où ils mettraient leurs meubles, quelle couleur ils choisiraient pour repeindre les chambres des enfants qui avaient encore le papier peint à fleurs que j'avais installé quand Amélie était petite. Sophie s'est arrêtée longuement dans la cuisine, touchant le comptoir en marbre que Pierre avait fait installer pour notre 10e anniversaire de mariage, et elle m'a dit avec des larmes dans les yeux combien elle trouvait cette maison spéciale, combien elle pouvait sentir l'amour et les soins qui avaient été investis dans chaque détail au fil des années. Elle m'a promis qu'il prendrait soin de la maison, qu'il l'aimerait comme elle méritait d'être aimée, et à ce moment-là j'ai su que je faisais le bon choix en leur passant le flambeau. C'était comme reconnaître que mon chapitre dans ces murs était terminé mais que l'histoire de la maison elle-même continuerait, enrichie par de nouveaux rires, de nouvelles célébrations, de nouveaux souvenirs qui se superposeront aux anciens comme des couches de peinture fraîche recouvrant mais n'effaçant jamais complètement ce qui était dessous. Avec l'argent de la vente, une somme considérable qui représentait plus de liberté financière que je n'en avais jamais eu dans toute ma vie, j'ai acheté un appartement plus petit mais incroyablement lumineux dans le quartier de la Croix-Rousse, ce quartier historique de Lyon perché sur une colline est connu pour ses traboules mystérieuses et son histoire de tisserand rebelle. L'appartement se trouvait au dernier étage d'un immeuble du 19e siècle magnifiquement restauré, avec une terrasse spacieuse qui donnait sur les toits de tuiles rouges de Lyon et offrait une vue magnifique et directe sur la basilique de Fourvière qui s'illuminait chaque soir au coucher du soleil comme un phare spirituel veillant sur la ville. C'était un espace qui n'était qu'à moi, sans fantôme du passé dans chaque coin, sans souvenir de pierres attachées à chaque meuble et chaque tableau sur les murs, sans l'ombre de mon rôle de mère dévouée envahissant chaque décision de décoration ou d'aménagement. Pour la première fois depuis des décennies, je pouvais choisir des couleurs simplement parce que je les aimais, pas parce qu'elles coordonnaient avec les meubles hérités de ma belle-mère. Je pouvais décider de l'agencement des pièces en fonction de mes besoins et de mes désirs, pas en fonction de ce qui serait le plus pratique pour recevoir Amélie et sa famille future. C'était libérateur d'une façon que je n'aurais jamais pu imaginer avant de le vivre. J'ai aussi décidé d'utiliser une partie substantielle de l'argent de la vente pour réaliser un rêve que j'avais nourri secrètement depuis des décennies mais que j'avais toujours repoussé en me disant qu'il était trop tard, trop risqué, trop égoïste de dépenser de l'argent pour moi quand il y avait toujours des besoins plus pressants ailleurs. J'ai ouvert mon propre atelier de haute couture, quelque chose de petit et exclusif, pas une grande entreprise avec des dizaines d'employés et des lignes de production mécanisées, mais un véritable atelier d'artisans où je pourrais créer des pièces uniques et sur mesure pour des clients qui appréciaient vraiment l'artisanat exceptionnel et le travail manuel minutieux que représente chaque vêtement fait main avec des techniques traditionnelles qui se perdent de plus en plus dans notre monde de mode rapide et jetable. J'ai loué un espace charmant dans une petite rue pavée près de la place des Terreaux, un local qui avait autrefois abrité un atelier de tissage au 19e siècle et qui conservait encore certains des métiers à tisser originaux que j'ai décidé de garder comme décoration et comme hommage aux artisans qui m'avaient précédé dans cet espace. J'ai fait installer de grandes fenêtres qui laissaient entrer une lumière naturelle abondante, essentielle pour juger correctement les couleurs et les textures des tissus. J'ai acheté les meilleurs outils et équipements, des machines à coudre industrielles de qualité professionnelle aux mannequins de couture ajustables, en passant par une collection impressionnante de tissus fins que j'ai commandés auprès de fournisseurs en Italie et en France réputés pour leur excellence. L'ouverture de l'atelier a été célébrée lors d'une petite réception intime où j'ai invité des amis de longue date, d'anciennes clientes pour qui j'avais cousu au fil des années, et quelques journalistes de la presse locale spécialisés dans la mode et l'artisanat. Amélie était là bien sûr, rayonnante de fierté pour sa mère qui osait enfin poursuivre ses propres ambitions plutôt que de vivre uniquement à travers elle. Elle m'a aidé à accrocher mes premières créations sur les cintres élégants que j'avais fait installer le long des murs blancs de l'atelier, et en regardant ces robes et ces vestes que j'avais conçues avec tant de passion et d'attention aux détails, j'ai ressenti une satisfaction profonde que je n'avais jamais connue même pendant les années où j'élevais Amélie, même pendant les années de mon mariage avec Pierre qui avait été heureuse mais toujours marquée par le sentiment que je m'étais aimée. Propres aspirations en veilleuse. Amélie, de son côté, a commencé un processus de guérison qui n'était pas linéaire mais qui montrait des progrès constants et encourageants au fil des semaines et des mois.
Elle a déménagé temporairement dans mon nouvel appartement pendant que nous cherchions un logement convenable pour elle, quelque chose qui lui permettrait de recommencer sa vie avec une ardoise propre, dans un quartier différent de Lyon où elle ne risquerait pas de croiser par hasard des endroits chargés de souvenirs de Mathieu ou des gens qu'il avait connus comme la jeune mariée rayonnante qu'elle avait été brièvement. Ces semaines où nous avons vécu ensemble dans mon appartement de la Croix-Rousse ont été différentes de tout ce que nous avions connu auparavant dans notre relation mère-fille. Ce n'était plus une dynamique de mère protectrice qui s'inquiétait constamment et fille dépendante qui cherchait toujours l'approbation maternelle, mais plutôt deux femmes adultes qui se soutenaient mutuellement à travers des périodes difficiles de transition et de transformation personnelle. Nous cuisinions ensemble le soir après nos journées de travail respectives, non pas parce que c'était mon devoir de nourrir ma fille mais parce que nous apprécions ce moment de partage et de création collaborative. Nous parlions pendant des heures sur la terrasse en regardant le soleil se coucher derrière la basilique, discutant de nos peurs les plus profondes et de nos espoirs pour l'avenir avec une honnêteté et une vulnérabilité que nous n'avions jamais atteintes auparavant. Je découvrais des aspects de ma fille que je n'avais jamais vraiment vus ou compris quand j'étais trop occupé à m'inquiéter pour elle et à essayer de la protéger de tous les dangers réels et imaginaires du monde. J'apprenais qu'elle avait des opinions politiques nuancées et bien réfléchies, qu'elle lisait des livres de philosophie dans son temps libre, qu'elle avait des rêves d'écrire un jour un livre sur les stratégies de marketing éthique dans l'industrie de la beauté. C'était comme découvrir une amie proche que j'avais connue toute ma vie mais dont je n'avais jamais vraiment écouté les pensées les plus intimes parce que j'étais trop préoccupée par mon rôle de mère pour simplement être présente en tant que personne. Un mois après le départ de Mathieu, Claire m'a appelé avec des nouvelles inattendues qui ont ajouté un nouveau chapitre à cette histoire déjà complexe. La police avait finalement réussi à retrouver et à arrêter Mathieu, ou plutôt Marc Delettre pour utiliser son véritable nom, grâce aux informations exhaustives qu'elle leur avait fournies et aux témoignages courageux des anciennes victimes qui avaient accepté de rouvrir leur dossier et de revivre leur traumatisme pour s'assurer qu'ils ne puissent plus faire de mal à personne d'autre. Il avait été appréhendé dans une petite ville pittoresque du sud de la France, Avignon précisément, où il avait apparemment déjà commencé à cibler méthodiquement une nouvelle femme selon son schéma habituel. La nouvelle victime potentielle était une veuve dans la cinquantaine nommée Brigitte Arnaud qui possédait un restaurant provençal prospère et réputé dans le centre historique d'Avignon, un établissement qu'elle avait bâti pendant 20 ans de travail acharné après la mort de son mari dans un accident de voiture. Marc l'avait rencontré en se présentant comme un consultant en restauration qui voyageait à travers la France pour découvrir les meilleurs restaurants régionaux, et il avait commencé à la courtiser avec le même charme calculé et les mêmes techniques de manipulation qu'il avait utilisées sur Sylvie, Nathalie, Amélie et probablement d'autres victimes dont nous ne connaissions même pas l'existence. Heureusement, grâce à la rapidité d'action de Claire et de la police, Brigitte a été sauvée avant que Marc ne puisse progresser suffisamment dans son plan pour lui causer des dommages financiers ou émotionnels durables. Les charges contre lui étaient sérieuses et multiples, fraude aggravée, escroquerie en bande organisée bien qu'il opérât seul la terminologie légale s'appliquait, usurpation d'identité répétée, faux et usage de faux pour tous les documents falsifiés qu'il avait créés au fil des années. Il faisait face à plusieurs années de prison ferme si toutes les victimes décidaient de témoigner contre lui lors du procès, et les procureurs étaient confiants qu'avec la quantité de preuves accumulées et le nombre de victimes prêtes à se présenter, une condamnation sévère était pratiquement garantie. Amélie et moi avons eu une longue discussion sérieuse et difficile sur la terrasse de mon appartement un soir de septembre particulièrement doux, sirotant du thé à la menthe pendant que les lumières de la ville s'allumaient progressivement autour de nous, sur la question de savoir si nous voulions participer activement au procès pénal ou simplement tourner la page définitivement et continuer nos vies sans revivre toute cette expérience traumatisante devant un tribunal rempli d'étrangers et de journalistes potentiellement avides de sensationnalisme. C'était une décision complexe avec des arguments valables des deux côtés. D'un côté, nous pourrions simplement nous retirer, prendre l'argent que nous avions réussi à sauver grâce à ma vigilance, et reconstruire nos vies en essayant d'oublier que tout cela était arrivé. D'un autre côté, nous avions une responsabilité morale envers les autres victimes et envers les victimes potentielles futures de Marc. Finalement, après plusieurs heures de discussion où nous avons pesé tous les pour et tous les contre, nous avons décidé de témoigner, non pas principalement pour nous-mêmes parce que nous nous en étions relativement bien sortis comparés aux autres victimes qui avaient perdu leur maison, leurs économies de toute une vie, et parfois même leur santé mentale,
mais pour Sylvie qui vivait maintenant dans la pauvreté à Marseille, pour Nathalie qui portait encore les cicatrices psychologiques de ça. Tentative de suicide, et pour toutes les femmes que Marc avait détruites méthodiquement au fil des années ainsi que pour celles qu'il aurait inévitablement ciblées dans le futur s'il n'était pas arrêté de façon permanente. C'était notre responsabilité en tant que celles qui avaient eu la chance et la perspicacité d'échapper relativement indemnes à ces griffes de prédateurs calculateurs, de nous assurer qu'il ne puisse plus jamais recommencer son cycle de séduction, trahison et destruction. Nous devions notre témoignage aux autres femmes, et nous le devions aussi à nous-mêmes pour affirmer que nous ne serions pas des victimes silencieuses, que nous ne porterions pas la honte qui lui appartenait à lui seul. Le procès a eu lieu 6 mois plus tard dans un tribunal imposant de Lyon, dans une salle d'audience solennelle avec ses boiseries sombres et ses hauts plafonds qui donnaient à l'ensemble une atmosphère à la fois majestueuse et intimidante. C'était la première fois que je revoyais Mathieu ou Marc depuis ce jour où il avait quitté ma maison avec sa valise après notre confrontation finale, la queue entre les jambes comme le lâche qu'il était vraiment sous son vernis de sophistication et de charme. Il avait l'air diminué, considérablement plus vieux que je ne me souvenais malgré le fait que seulement 6 mois s'étaient écoulés, comme si tout le charme artificiel et la confiance en soi calculée qui l'entourait comme une aura s'étaient évaporés complètement une fois que ses mensonges avaient été exposés à la lumière crue du jour et de la justice. Ses épaules étaient voûtées, ses cheveux qu'il peignait autrefois si soigneusement en arrière pendaient maintenant de façon négligée, et ses yeux qui avaient semblé si perçants et si contrôlants ne pouvaient plus soutenir le regard de personne dans la salle d'audience. Quand mon tour est venu de témoigner, je me suis levé de mon siège, j'ai marché jusqu'à la barre des témoins avec ma tête haute et mes épaules droites, et j'ai regardé directement dans ses yeux fuyants pendant que je prêtais serment de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Puis, devant les juges, les jurés, les avocats, les journalistes qui prenaient frénétiquement des notes, et Amélie qui me regardait depuis le public avec des larmes de fierté coulant silencieusement sur ses joues, j'ai raconté notre conversation dans la cuisine la veille du mariage, comment il m'avait demandé avec un sourire condescendant et cruel de disparaître complètement de la vie de ma propre fille, comment il avait planifié méthodiquement et cyniquement de voler non seulement ma maison, qui représentait 40 ans de travail et de sacrifice mais aussi la dignité, la sécurité financière et l'avenir entier d'Amélie. Ma voix ne tremblait pas une seule fois pendant tout mon témoignage, mes mains restaient parfaitement stables agrippant le rebord de la barre des témoins, et je réalisais pendant que je parlais avec cette clarté et cette force que je ne reconnaissais pas complètement en moi-même, que je n'avais plus aucune peur de cet homme qui m'avait semblé si menaçant et si dangereux quelques mois auparavant. Il n'était plus qu'un homme pathétique et faible qui avait construit toute son existence sur des mensonges et qui s'effondrait maintenant que la vérité le rattrapait enfin. Après mon témoignage sont venus ceux de Sylvie et de Nathalie, et c'était déchirant d'entendre leurs histoires racontées dans leurs propres mots, de voir la douleur encore fraîche sur leurs visages malgré les années qui s'étaient écoulées depuis leur propre trahison. Sylvie a parlé de comment elle avait dû recommencer sa vie à zéro dans la cinquantaine, travaillant 2 emplois pour payer un loyer qu'elle pouvait à peine se permettre, vivant avec la honte constante d'avoir été assez stupide pour faire confiance à quelqu'un qui ne pensait à elle que comme une marque sur une liste de victimes. Nathalie a parlé avec une voix brisée de comment elle avait pensé au suicide pendant des mois après avoir réalisé qu'elle avait non seulement perdu tout son argent mais aussi celui de ses parents âgés qui comptaient sur elle, de comment elle ne pouvait plus se regarder dans un miroir sans voir une idiote naïve qui avait détruit sa propre famille par sa crédulité. Puis est venu le témoignage d'Amélie, et je pense que c'était le moment le plus difficile de tout le procès pour moi personnellement, plus difficile même que de raconter ma propre histoire. Ma fille s'est tenue devant le tribunal et a parlé de comment elle avait cru avoir trouvé l'amour véritable, comment elle avait planifié un avenir avec cet homme, comment elle s'était imaginée vieillir avec lui et peut-être élever des enfants ensemble. Elle a parlé de la trahison dévastatrice qu'elle avait ressentie en découvrant que chaque mot qu'il lui avait dit était un mensonge, que chaque moment d'intimité qu'ils avaient partagé était une performance calculée de sa part, que leur mariage entier n'était qu'une transaction frauduleuse pour lui. Mais elle a aussi parlé, et c'est ce qui m'a fait pleurer pour la première fois de tout le procès, de comment cette expérience terrible l'avait finalement rapprochée de moi d'une façon qu'elle n'aurait jamais imaginé possible, de comment elle avait appris que l'amour véritable n'était pas celui des partenaires romantiques qui pouvaient vous trahir mais celui d'une mère qui était prête à vendre sa propre maison et à sacrifier ses propres souvenirs pour protéger sa fille.
Elle a dit que Marc lui avait pris beaucoup de choses, sa confiance, son innocence, sa foi dans les gens, mais qu'il lui avait aussi donné involontairement quelque chose de précieux, une compréhension profonde et renouvelée de ce qui comptait vraiment dans la vie. Après tous les témoignages qui ont duré 3 jours complets d'audience, après que les avocats de l'accusation aient présenté des montagnes de preuves documentaires et photographiques, après que l'avocat de la défense ait essayé faiblement de plaider que son client méritait de la clémence parce qu'il avait lui-même été victime d'une enfance difficile et d'une addiction au jeu, le jury s'est retiré pour délibérer. Ils ont délibéré pendant 2 jours longs et angoissants avant de revenir avec un verdict que tout le tribunal attendait avec une tension palpable. Coupable. Coupable sur tous les chefs d'accusation sans exception. La salle d'audience est restée silencieuse pendant un moment après que le président du jury a prononcé le verdict, puis il y a eu un murmure collectif de satisfaction et de soulagement. Marc Delettre, l'homme qui se faisait appeler Mathieu Dubois ou Thomas Bertrand ou Philippe Arnaud selon ses besoins, a été condamné à 8 ans de prison ferme sans possibilité de libération conditionnelle avant d'avoir purgé au moins 5 ans, et en plus il devait rembourser toutes les sommes qu'il avait volées à ses victimes, ce qui prendrait probablement le reste de sa vie étant donné qu'il n'avait aucun actif légitime et aucune compétence professionnelle réelle au-delà de sa capacité pathologique à mentir et à manipuler les émotions des autres. Quand le juge a prononcé la sentence finale avec sa voix grave et autoritaire qui ne laissait aucune place à l'appel ou à la négociation, j'ai regardé Amélie assise à côté de moi sur le banc réservé aux parties civiles, et j'ai vu sur son visage non pas de la satisfaction vengeresse ou de la joie malveillante mais simplement une résolution tranquille et mature, comme si elle fermait définitivement un chapitre extrêmement douloureux de sa vie et était enfin prête mentalement et émotionnellement à commencer un nouveau chapitre qui serait écrit selon ses propres termes et non selon les manipulations de quelqu'un d'autre. Les mois qui ont suivi le procès ont apporté des transformations que je n'aurais jamais pu imaginer même dans mes rêves les plus optimistes pendant ces nuits sombres où je fixais le plafond de ma chambre d'hôtel en me demandant si nous allions survivre à cette épreuve. Mon atelier de couture a rapidement gagné une réputation excellente et croissante dans les cercles de la mode locale et même au-delà grâce aux bouche à oreille enthousiastes de clientes satisfaites qui appréciaient profondément le fait que chaque pièce que je créais était absolument unique et conçue spécifiquement pour mettre en valeur leurs corps individuels, leur personnalité distincte et leur style de vie particulier plutôt que de simplement suivre aveuglément les tendances de la mode éphémères dictées par des créateurs lointains qui ne les connaissaient pas et ne se souciaient pas d'elles. J'ai embauché 2 jeunes apprenties talentueuses, Marie et Sophie, qui me rappelaient tellement comment j'étais à leur âge il y a des décennies, affamée d'apprendre le métier dans tous ses aspects techniques et artistiques, passionnée par l'art ancien et noble de créer quelque chose de beau, de durable et de significatif dans un monde moderne obsédé par la mode rapide, jetable et dénuée de sens ou d'âme. Je leur enseignais non seulement les techniques de couture et de patronage que j'avais apprises au fil des années, mais aussi la philosophie que mon père m'avait transmise, qu'un travail bien fait est sa propre récompense, que la qualité compte plus que la quantité, et que traiter chaque client avec respect et attention est aussi important que maîtriser les aspects techniques du métier. Pour la première fois depuis la mort de Pierre il y a tant d'années, j'avais une identité professionnelle robuste et épanouissante qui n'était pas simplement un moyen désespéré de survie financière ou un travail que je faisais par nécessité, mais une véritable passion qui me donnait un sens profond et un but clair chaque matin quand je me réveillais. Je me réveillais désormais avec l'excitation authentique de voir ce que la journée allait apporter, quelle nouvelle création allait prendre forme sous mes mains, quelle cliente allait franchir la porte de mon atelier avec leurs histoires et leurs besoins, plutôt qu'avec la routine monotone et prévisible qui avait caractérisé tant d'années de ma vie où je me contentais de survivre plutôt que de vraiment vivre. Amélie a trouvé son propre appartement ravissant dans le quartier dynamique et diversifié de la Guillotière, un espace moderne et lumineux avec de grandes fenêtres qui laissaient entrer des flots de lumière naturelle, très différent du style ancien et chargé d'histoire de la maison familiale mais parfait pour elle et pour cette nouvelle phase de sa vie où elle se redéfinissait indépendamment de son passé. Elle s'est aussi lancée courageusement dans une thérapie intensive avec une psychologue spécialisée dans les traumatismes relationnels pour traiter le traumatisme profond de sa relation avec Marc et pour comprendre pourquoi elle avait été si vulnérable à ces manipulations sophistiquées malgré son intelligence et son éducation. Ce processus thérapeutique n'a pas été facile ou linéaire et il y a eu des rechutes difficiles et des moments de doute intense où elle se demandait si elle pourrait jamais faire confiance à nouveau à quelqu'un ou si elle était irrémédiablement brisée,
mais graduellement au fil des séances hebdomadaires, j'ai vu ma fille devenir progressivement plus forte, plus consciente d'elle-même et de ses patterns comportementaux, plus capable de reconnaître les signaux d'alarme subtils dans les relations. Et de poser des limites saines et fermes avec les gens autour d'elle sans se sentir coupable ou égoïste. Un an jour pour jour après ce mariage désastreux qui avait failli détruire nos vies, Amélie et moi avons organisé une petite cérémonie privée et intime dans mon appartement avec une poignée d'amis proches et de membres de la famille que nous chérissions. Ce n'était évidemment pas un mariage cette fois, mais plutôt une célébration profonde et significative de notre survie contre toute attente, de notre résilience face à l'adversité, et de nos nouveaux départs courageux dans des vies que nous choisissions activement plutôt que de simplement les subir passivement. J'avais créé spécialement pour cette occasion une robe magnifique pour Amélie, pas une robe de mariée blanche traditionnelle avec son voile et ses connotations de pureté virginale et de soumission, mais une création audacieuse et symbolique en soie bleu nuit profonde brodée méticuleusement de fils dorés représentant des phénix mythologiques renaissant majestueusement de leurs cendres incandescentes. Quand elle l'a enfilée et s'est regardée dans le miroir en pied de ma chambre, elle était absolument magnifique, rayonnante non pas de la beauté superficielle d'une jeune mariée innocente mais de la beauté profonde et durement gagnée d'une femme qui avait survécu à une épreuve terrible et en était ressortie plus forte et plus authentique. Nous avons partagé du champagne excellent et des rires sincères, raconté des histoires poignantes et drôles sur comment nous avions surmonté cette épreuve ensemble en nous soutenant mutuellement, et je me souviens encore vividement avoir pensé à ce moment précis, entouré des personnes que j'aimais le plus dans ce monde, que malgré toute la douleur aiguë et toute la trahison cruelle que nous avions vécue, nous en étions sortis indéniablement plus fortes, plus sages et plus authentiquement nous-mêmes qu'avant. Cette histoire aurait pu logiquement se terminer là, avec une morale relativement simple et rassurante sur la résilience humaine et la force indestructible des liens familiaux authentiques, mais la vie dans sa complexité infinie a réservé encore une surprise totalement inattendue que je n'aurais jamais pu anticiper. 2 ans après le procès qui avait envoyé Marc en prison, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres une lettre soigneusement écrite provenant de la prison de Saint-Quentin-Fallavier où il purgeait sa peine. Je l'ai regardée pendant plusieurs jours sans l'ouvrir, la déplaçant d'un endroit à l'autre dans mon appartement, hésitant constamment entre la curiosité naturelle de savoir ce qu'il pouvait bien avoir à me dire après tout ce temps et la réticence profonde à rouvrir une porte psychologique que j'avais fermée si soigneusement et avec tant d'efforts. Finalement, par une froide matinée de janvier où la neige tombait doucement sur Lyon transformant la ville en un paysage de contes de fées monochromes, j'ai déchiré l'enveloppe avec des mains légèrement tremblantes et j'ai lu les quelques pages denses qu'elle contenait, écrites dans une écriture soignée qui contrastait étrangement avec le contenu brutal de ce qu'elle révélait. C'était une lettre d'excuse, mais pas du genre manipulateur, calculé et intéressé auquel je m'attendais complètement après tout ce que je savais de son caractère. Marc, ou plutôt l'homme qui écrivait maintenant sous son vrai nom de marque de lettres et qui semblait avoir enfin cessé de se cacher derrière des pseudonymes et des identités fictives, écrivait avec une honnêteté brutale et sans phare sur comment il avait passé ces 2 années enfermé en prison à travailler intensivement avec un psychologue pénitentiaire spécialisé dans les troubles de la personnalité sur ses problèmes profondément enracinés de dépendance au jeu qui avaient commencé à l'adolescence et ses patterns destructeurs de comportement qui l'avaient mené à détruire tant de vies innocentes. Il reconnaissait explicitement et sans détour tout ce qu'il avait fait, pas seulement à Amélie et à moi mais à toutes les femmes qu'il avait cyniquement blessées et financièrement ruinées au fil des années de son existence parasitaire, et il n'offrait aucune excuse facile, aucune justification confortable, aucune tentative de minimiser ou de rationaliser ses actions abominables. Il écrivait simplement et directement qu'il comprenait maintenant avec une clarté douloureuse la profondeur absolue du mal qu'il avait causé à tant de personnes innocentes qui ne lui avaient fait aucun tort et qui ne méritaient certainement pas le traitement qu'il leur avait infligé, qu'il passait chaque jour de son incarcération à essayer sincèrement de devenir une meilleure personne même si cela ne réparerait jamais et ne pourrait jamais réparer les vies qu'il avait si cavalièrement détruites. Pour son propre gain éphémère. Il terminait sa lettre en disant qu'il voulait que je sache, sans attendre ou espérer aucune réponse ou pardon de ma part, que ma force et ma détermination inébranlable à protéger ma fille l'avaient forcé pour la première fois de toute sa vie adulte à se regarder honnêtement dans un miroir métaphorique et à voir vraiment le monstre qu'il était devenu, et que ce moment de vérité brutale avait été le début de son long et difficile chemin vers une possible rédemption. Je n'ai pas répondu à cette lettre troublante.
Je ne lui devais absolument rien, pas même un simple accusé de réception de ses regrets tardifs qui venaient bien trop tard pour réparer quoi que ce soit. Mais je les gardais soigneusement pliés dans un tiroir verrouillé de mon bureau dans l'atelier, et parfois quand je travaille tard le soir sur une création particulièrement complexe et que l'atelier est silencieux à part le bruit rythmique de ma machine à coudre, je pense à cette lettre et à ce qu'elle représente dans toute sa complexité, la possibilité théorique de rédemption même pour les pires personnes si elles font vraiment et sincèrement l'effort de changer, la complexité fondamentale de la nature humaine qui permet à même les individus les plus destructeurs de découvrir éventuellement leur conscience, et l'importance cruciale de la justice non pas comme simple vengeance satisfaisante mais comme opportunité potentielle de croissance et de transformation pour absolument toutes les parties impliquées dans une tragédie. Aujourd'hui, alors que j'approche de mes 70 ans, et quand je regarde en arrière avec la sagesse que seules les années peuvent apporter sur ces 2 années tumultueuses qui ont commencé avec cette terrible conversation dans ma cuisine et qui ont transformé irréversiblement chaque aspect de mon existence, je ressens paradoxalement une gratitude étrange et inattendue pour Marc malgré absolument tout le mal conscient et délibéré qu'il a essayé de nous faire. Sans son intrusion toxique dans nos vies, je serais probablement encore en train de vivre dans cette grande maison remplie jusqu'au comble de souvenirs du passé que je vénérais plus que mon propre présent, définissant ma valeur et mon identité uniquement à travers mon rôle limitant de mère dévouée, n'osant jamais poursuivre courageusement mes propres rêves professionnels et personnels de peur irrationnelle de trahir d'une manière ou d'une autre la mémoire sacrée de Pierre ou de délaisser égoïstement Amélie qui n'avait en réalité plus besoin de cette protection étouffante depuis des années. Ces mots cruels et calculés sur comment je devais disparaître complètement m'ont forcé brutalement mais nécessairement à examiner ma vie avec une honnêteté impitoyable que je n'avais jamais osé avoir auparavant, et ironiquement, en essayant consciemment de me détruire et de m'effacer, il m'a involontairement donné la motivation puissante et nécessaire pour me reconstruire en quelque chose de beaucoup plus fort, plus authentique et plus épanoui que ce que j'avais jamais été auparavant. Amélie a rencontré quelqu'un de nouveau il y a maintenant 8 mois, un professeur de lycée passionné et attentionné nommé Thomas qui enseigne la littérature française avec un enthousiasme contagieux et qui l'a courtisée avec une patience remarquable pendant des mois entiers avant qu'elle n'accepte même d'aller simplement prendre un café avec lui tant elle était encore méfiante et blessée par son expérience avec Marc. Il est gentil d'une gentillesse qui semble authentique plutôt que calculée, posé et mature sans être ennuyeux, complètement transparent sur son passé qui comprend un divorce amical et 2 enfants qu'il coparent de façon responsable avec son ex-femme, et surtout, il respecte profondément et sincèrement le lien unique qu'Amélie et moi partageons sans jamais essayer de s'y insérer maladroitement ou de le contrôler pour ses propres besoins. Ils parlent maintenant prudemment de peut-être se marier dans quelques années quand ils se connaîtront mieux et auront construit une fondation solide de confiance mutuelle, mais cette fois sans aucune précipitation inconsidérée, sans pression sociale ou familiale, juste 2 personnes matures qui se découvrent lentement et méthodiquement et qui construisent délibérément quelque chose de solide et de durable sur une fondation inébranlable de confiance, de respect mutuel et de communication honnête. Quant à moi personnellement, j'ai découvert à presque 70 ans qu'il n'est vraiment jamais trop tard pour recommencer audacieusement, pour se réinventer complètement, pour trouver de la joie authentique et un sens profond dans des endroits totalement inattendus. Mon atelier prospère au-delà de mes espérances les plus optimistes, j'ai maintenant un cercle social actif et enrichissant de femmes fascinantes qui partagent ma passion pour la couture artisanale et l'artisanat traditionnel, et je me réveille littéralement chaque matin avec l'excitation palpable de voir ce que la journée va apporter plutôt qu'avec la routine monotone et déprimante qui caractérisait tant d'années grises de ma vie antérieure. J'ai même commencé courageusement à prendre des cours hebdomadaires de tango argentin dans une école de danse du quartier, quelque chose que Pierre et moi avions toujours parlé de faire ensemble un jour mais n'avions jamais trouvé le temps ou le courage de réellement entreprendre, et j'ai découvert avec un plaisir immense que j'adore la musique passionnée et mélancolique et les mouvements expressifs et sensuels de cette danse qui me font sentir vivante et présente dans mon corps d'une façon que je n'avais pas ressentie depuis des décennies entières. Si je pouvais voyager dans le temps et parler directement à la Jacqueline d'il y a 3 ans, celle qui brodait méticuleusement le voile de sa fille et planifiait généreusement de donner sa maison précieuse en cadeau de mariage sans réaliser qu'elle donnait aussi sa propre dignité et son avenir, je lui dirais avec toute la sagesse que j'ai acquise que parfois les plus grandes trahisons apparentes nous mènent paradoxalement aux plus grandes transformations personnelles.
Je lui dirai fermement de faire confiance à son intuition profonde quand quelque chose ne semble pas juste même si elle ne peut pas l'expliquer rationnellement, de ne jamais avoir peur de protéger férocement ce qu'elle aime même si cela signifie briser douloureusement des illusions confortables, et surtout, de se rappeler constamment qu'elle est infiniment plus que juste une mère dévouée ou une veuve fidèle, qu'elle est une femme complète et complexe avec ses propres désirs légitimes et ses propres rêves qui méritent absolument d'être poursuivis avec passion. Je lui dirais que disparaître de la façon que Marc le voulait égoïstement aurait été une tragédie terrible et irréparable, mais que disparaître consciemment de ma vie ancienne et limitée pour renaître courageusement en quelque chose de nouveau, de plus fort et de plus authentique a été le plus grand cadeau que je me sois jamais fait à moi-même dans toute mon existence. Et c'est exactement ce que j'ai fait finalement. Quand Marc m'a dit cruellement de disparaître, j'ai réalisé son souhait, mais absolument pas de la façon qu'il imaginait arrogamment dans ses calculs manipulateurs. J'ai disparu définitivement de la version de moi-même qui était trop effacée, trop excessivement dévouée aux autres au détriment systématique de son propre bonheur et de sa propre réalisation, trop douloureusement attachée au passé révolu pour pouvoir embrasser courageusement le futur qui s'offrait à moi. Et à la place de cette femme diminuée et résignée, j'ai émergé progressivement en une femme qui comprend maintenant profondément que la vraie générosité authentique envers ceux qu'on aime n'est pas de s'effacer complètement pour eux dans un sacrifice malsain, mais de leur montrer puissamment par l'exemple comment vivre une vie pleine, authentique, courageuse et profondément satisfaisante. C'est la leçon que j'ai apprise de la façon la plus dure possible, mais c'est aussi celle dont je suis la plus profondément reconnaissante aujourd'hui quand je regarde ma vie transformée et que je réalise que chaque jour est désormais un cadeau que je choisis activement de vivre pleinement. Il y a des moments dans la vie où nous devons choisir entre être convenable ou être vrai. Entre nous effacer pour ne pas déranger ou nous affirmer même quand cela fait mal. J'ai choisi de disparaître, oui, mais pas de la façon qu'il voulait. J'ai disparu de la femme qui acceptait les miettes, qui se contentait des ombres, qui croyait que son unique valeur résidait dans son sacrifice silencieux. Et aujourd'hui, à 69 ans, je vis plus intensément que je ne l'ai jamais fait. Cette histoire que je viens de vous raconter n'est pas seulement la mienne. C'est peut-être aussi un peu la vôtre, ou celle de quelqu'un que vous aimez profondément. Alors dites-moi, depuis quel coin de France ou du monde francophone m'écoutez-vous en ce moment même ? De Paris, de Lyon, d'Alger, de Montréal, de Bruxelles ? Et surtout, partagez avec moi dans les commentaires, auriez-vous eu le courage de faire ce que j'ai fait ? Avez-vous déjà dû choisir entre protéger quelqu'un que vous aimez et préserver la paix superficielle ? Avez-vous déjà senti qu'on vous demandait de disparaître pour la commodité des autres ? Vos histoires comptent autant que la mienne. Chaque fois que vous partagez votre vérité, vous donnez à une autre femme la force de reconnaître la sienne. Nous ne sommes pas seuls dans ces batailles silencieuses, et vos mots peuvent être exactement ce dont quelqu'un a besoin pour trouver son propre courage. Si cette histoire vous a touché, si elle a réveillé quelque chose en vous que vous pensiez endormi depuis longtemps, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que chaque semaine, je partage ici des histoires de femmes qui ont refusé de disparaître, qui ont trouvé leur force quand tout semblait perdu, qui ont compris qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Nous méritons toutes d'être vues, entendues et respectées, peu importe notre âge. Et parfois, la disparition la plus puissante est celle où nous cessons d'être invisibles pour les autres et commençons enfin à être visibles pour nous-mêmes. Racontez-moi votre histoire. Je vous écoute.